Fin 2025, le riz a reculé dans les rizières du Sahel, dans les zones productrices. Un sac de 50 kilos se vend autour de 17 000 CFA au lieu de 18 000, signe rare d'une offre qui dépasse la peur de manquer, tandis qu'en ville, les étals affichent encore 24 000 à 36 000. Si les champs respirent, mais que les marchés urbains restent tendu, que doit comprendre le public et comment Ibrahim Traoré peut-il transformer ce différentiel en confiance plutôt qu'en soupçon? Ce qui ressemble à une petite baisse ouvre une question plus grande, survivre, oui, mais savoir gérer l'abondance sans écraser les producteurs ni frustrer les consommateurs. En suivant le trajet du riz, du champ au marché urbain, le public comprend comment un signal économique discret peut modifier l'équilibre social d'un pays entier. L'enjeu n'est pas seulement de savoir si les prix vont baisser demain, mais de mesurer ce que signifie, pour la première fois depuis longtemps, une situation où l'offre alimentaire n'est plus constamment en retard sur les besoins. Dans un pays où chaque variation du prix du riz influence la nutrition, la confiance et parfois la paix sociale, cette bascule redéfinit les priorités collectives. Pour l'État, le défi consiste à transformer un soulagement temporaire en stabilité durable, sans provoquer d'effets pervers sur les revenus agricoles. Pour les producteurs, il s'agit de comprendre si l'effort accru sera enfin protégé par des mécanismes fiables. Pour les consommateurs, l'attente est simple, quand le changement atteindra-t-il réellement la table familiale? Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de référence politique, non pour annoncer, mais pour arbitrer entre abondance naissante et équité sociale. Les chiffres publiés fin 2025 ont surpris même les observateurs les plus prudents. L'inflation nationale est devenue négative, un phénomène presque inédit dans l'histoire économique récente du Burkina Faso. Cette inversion n'est pas due à un effondrement de la demande, mais à un afflux de denrées, avec une production céréalière totale dépassant les 7 millions de tonnes, soit environ 17% de plus que la saison précédente. Derrière cette donnée technique se cache un signal beaucoup plus profond. Pour la première fois depuis des années, l'offre alimentaire commence à dépasser la demande intérieure. Pour comprendre pourquoi ce basculement compte, il faut revenir au rôle central du riz dans la société burkinabé. Le riz n'est pas seulement un aliment de base, il structure le quotidien, la santé et la stabilité des foyers. Lorsque son prix augmente, les repas se réduisent, les budgets se tendent et les tensions sociales montent silencieusement. À l'inverse, lorsqu'il devient accessible, la pression retombe dans les cuisines et avec elle une partie de l'anxiété collective. Pendant des années, le pays a vécu dans un état de vigilance permanente où la question dominante n'était pas comment progresser, mais comment tenir jusqu'au lendemain. Ce qui rend la situation actuelle singulière, c'est que le changement n'est pas venu d'un décret spectaculaire ni d'une aide extérieure massive. Il a germé dans les champs à travers une accumulation de décisions modestes, extension mesurée des surfaces cultivées, adoption progressive de variétés plus résistantes, amélioration des pratiques agricoles et réduction partielle de la dépendance aux aléas climatiques. Quand ces ajustements se sont alignés au cours de la campagne 2025-2026, le système a franchi un seuil. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré circule moins comme un annonceur de résultats que comme un repère institutionnel. La question implicite devient alors comment un pouvoir politique peut-il accompagner une transformation née à la base sans la fragiliser? Cette situation ouvre la porte à une lecture différente du moment présent. Non plus une crise à gérer, mais une transition à maîtriser. Dans les premières semaines, suivant la récolte, les effets se sont manifestés loin des chiffres nationaux au niveau des gestes quotidiens. Dans les zones rurales, des ménages ont vu réapparaître une marge de manœuvre minime mais réelle, vendre plus vite pour sécuriser du liquide ou conserver une partie de la production pour l'autoconsommation. Cette latitude, absente depuis longtemps, a modifié les décisions immédiates. Les familles ont pu retarder certains achats urgents, planifier la saison suivante avec un peu moins d'angoisse et surtout réduire la crainte de manquer avant la prochaine récolte. Du côté des marchés locaux, l'impact a été contrasté. Les collecteurs ont constaté des volumes inhabituels arrivant simultanément, saturant les points d'achat. Les négociations se sont durcies, non par spéculation, mais parce que le stockage devenait un risque tangible. Les sacs s'empilaient plus vite que les solutions logistiques. Cette tension a créé un premier décalage
Abondance visible à l'origine, inertie apparente dans les circuits urbains. Ce décalage, souvent invisible dans les statistiques, a pourtant façonné la perception populaire du changement. Dans les villes, l'effet a été surtout psychologique. Les consommateurs ont entendu parler de récoltes records et de prix en baisse chez les producteurs, sans en voir la traduction immédiate sur les étals. Cette dissociation a nourri une attente prudente mêlée de scepticisme. Le sentiment n'était pas l'enthousiasme, mais une interrogation diffuse sur l'équité du système et la vitesse réelle de la transmission des bénéfices. Ces impacts précoces montrent que la transformation ne se diffuse pas en ligne droite. Elle avance par paliers, parfois de manière asymétrique, en exposant les fragilités existantes. Le Est discret. Dans plusieurs régions productrices, à la fin de 2025, les producteurs commencent à proposer des sacs de riz de 50 kilos à un prix inférieur à celui observé depuis des années. La baisse n'est pas spectaculaire, mais elle est cohérente et répétée. Elle ne résulte pas d'une consigne politique ni d'un accord centralisé, mais d'un calcul simple. Lorsque les entrepôts se remplissent plus vite que prévu et que la trésorerie devient urgente, vendre devient une nécessité rationnelle. Cette dynamique est locale, fragmentée, presque invisible depuis la capitale. Très vite, le mouvement gagne en densité. Les récoltes sont bonnes dans plusieurs zones au même moment. Les camions circulent sans interruption. Les points de collecte atteignent leurs limites physique. Ce qui, en période de pénurie, aurait été une position de force pour les producteurs se transforme en vulnérabilité temporaire. Garder les stocks coûte cher, comporte des risques sanitaires et immobilise du capital. Le prix s'ajuste donc à la baisse, non par faiblesse, mais par excès d'offres. C'est le cœur du basculement. Pour la première fois depuis longtemps, le marché agricole fonctionne selon sa logique fondamentale. Un tournant survient lorsque les données macroéconomiques confirment ce que les acteurs de terrain pressentaient déjà. Les rapports économiques de fin d'année montrent une inflation globale en territoire négatif, portée en grande partie par les denrées alimentaires. Ce signal transforme un ensemble de décisions locales en phénomène national. À ce stade, le riz devient plus qu'un produit, il devient un élément de suivi d'un changement structurel. L'abondance, jusque-là redoutée comme impossible à gérer, s'impose comme un fait, mais la séquence ne s'arrête pas là, les répercussions se déplacent vers les maillons suivants de la chaîne. Les grossistes urbains, encore chargés de stocks achetés à des coûts plus élevés, hésitent à ajuster leur prix. Une baisse immédiate signifierait des pertes directes. Les coûts de transport, de carburant et de manutention restent élevés. Le système absorbe donc le choc avec lenteur. Cette inertie crée une tension perceptible. Dans les campagnes, on parle de surplus. Dans les villes, les prix restent stables. Le récit national se fissure. C'est dans cette phase de résonance différée que la question politique émerge sans déclaration formelle. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît dans les discussions non comme un acteur direct de la baisse, mais comme le garant potentiel de sa traduction équitable. Le pouvoir n'a pas déclenché l'événement, mais il est désormais interpellé par ses conséquences. Il faut alors décider s'il convient d'intervenir pour accélérer la transmission des bénéfices. Il faut aussi décider comment protéger les producteurs contre une chute prolongée des revenus. Chaque option comporte des risques. Les ondes de choc se propagent ainsi, lentement mais sûrement. Ce qui a commencé comme un ajustement de terrain devient un test de coordination nationale. La chronologie révèle une vérité simple, l'abondance n'est pas une fin heureuse en soi. Elle déclenche une nouvelle série de choix plus complexes que ceux imposés par la pénurie. Au départ, la référence était connue et presque immuable, une production nationale insuffisante, régulièrement rattrapée par la demande, avec des prix agricoles sous tension permanente. Cette base a changé en une seule campagne. La production céréalière totale a dépassé les 7 millions de tonnes, soit une progression d'environ 17% par rapport à la saison précédente. Autrement dit, ce qui manquait hier commence à exister en excès aujourd'hui. Cette différence observée n'est pas marginale, il modifie la logique entière du système alimentaire en passant d'une économie de pénurie à une économie de gestion de surplus. Le deuxième élément de suivi clé concerne le prix au niveau des producteurs. Pendant des années, un sac de riz de 50 kilos se négociait autour de 18 000 francs CFA dans les zones de culture, avec de faibles variations.
Fin 2025, le prix observé descend autour de 17 000 francs CFA. Cette baisse d'environ 10 000 francs peut sembler faible en valeur absolue, mais ça c'est déjà, mais elle est lourde de sens. Dans un contexte où les marges sont étroites, ce différentiel signale que l'offre est suffisamment abondante pour forcer un ajustement, même lorsque la demande reste stable. Les agriculteurs ne réduisent pas volontairement leur prix, ils y sont contraints lorsque conserver devient plus risqué que vendre. Le troisième chiffre, souvent mal compris, est celui de l'inflation négative enregistrée à l'échelle nationale. Là où les années précédentes étaient marquées par une hausse continue des prix, la fin de 2025 montre une inversion de tendance, principalement tirée par l'alimentation. Cela ne signifie pas que la consommation s'est effondrée ni que l'économie s'est figée. Les marchés continuent de fonctionner, les ménages continuent d'acheter. La différence réside dans le volume de produits entrant simultanément dans le système. Quand l'offre dépasse la demande, même légèrement, les prix cessent de grimper et commencent à se détendre. Ces trois mesures, mises bout à bout, dessinent une trajectoire cohérente. Plus de production entraîne une pression à la baisse au niveau des champs, ce qui se reflète ensuite dans les éléments de suivi macroéconomique. Toutefois, l'effet n'est pas uniforme. Dans les centres urbains, les prix de détail restent élevés car les stocks disponibles ont été acquis à des coûts antérieurs plus importants. Le décalage temporel entre production et consommation finale crée une illusion de contradiction, abondance d'un côté, cherté persistante de l'autre. En réalité, il s'agit d'une transmission différée, structurelle, et non d'une anomalie statistique. C'est précisément ici que la lecture politique devient nécessaire. Les chiffres montrent que le système a franchi un seuil, mais ils n'indiquent pas comment protéger ceux qui supportent le choc initial. Ibrahim Traoré est évoqué dans ce contexte comme l'arbitre potentiel entre données économiques et stabilité sociale. Les preuves quantitatives confirment le changement, elles ne n'offrent pas à elles seules la méthode pour en répartir les bénéfices. Le message chiffré est clair, le pays produit enfin assez. La question reste de savoir comment gérer cette réussite sans créer de nouvelles fragilités. Une première lecture critique affirme que cette abondance est trompeuse. Selon cet argument, une baisse des prix au niveau des producteurs signifie avant tout une pression accrue sur des revenus déjà fragiles. Produire plus pour gagner moins serait un piège classique des économies agricoles peu structurées. Sans mécanisme de stockage, de crédit ou de garantie des prix, les agriculteurs supportent l'essentiel du risque, tandis que les bénéfices potentiels se diluent dans la chaîne. Dans cette perspective, l'amélioration apparente cacherait une vulnérabilité renforcée. Si les prix restent bas trop longtemps, l'investissement reculera et le cycle de pénurie pourrait revenir. Un second argument insiste sur l'illusion urbaine. Pour les consommateurs des grandes villes, rien n'a vraiment changé. Les sacs de riz restent chers, les budgets alimentaires sous tension et la promesse d'une amélioration tarde à se matérialiser. Cette inertie nourrit un soupçon diffus. Si la production augmente sans effet visible sur les marchés, c'est que le système continue de favoriser certains intermédiaires. L'abondance, dans ce cadre, devient presque abstraite, déconnectée du quotidien. Le risque évoqué est social, une frustration silencieuse qui mine la confiance sans provoquer de choc immédiat. Ces deux lectures méritent d'être prises au sérieux. Elles décrivent des risques réels observés dans de nombreux contextes comparables, mais elles omettent un élément central mis en évidence par les données actuelles, le changement de régime. Pendant des années, toute la chaîne fonctionnait sous contrainte de rareté. Les prix élevés n'étaient pas le résultat d'une efficacité, mais d'un manque structurel. Aujourd'hui, le système fait face à un problème inverse, inédit. La lenteur de la transmission n'est pas une preuve d'échec, mais le signe d'une adaptation graduelle à une situation nouvelle. La réponse n'est donc pas de nier les tensions, mais de les situer dans le temps. Une baisse immédiate et brutale des prix urbains fragiliserait les commerçants et perturberait l'approvisionnement. À l'inverse, une absence totale d'ajustement minerait la légitimité du changement. C'est dans cet entre-deux que se joue l'arbitrage. Le débat autour d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément là, non comme solution miracle, mais comme test de la capacité institutionnelle à amortir un choc positif sans le transformer en crise secondaire. La réflexion de fond demeure. Une société habituée à gérer la pénurie peut apprendre assez vite à gouverner l'abondance. L'abondance change la nature du pouvoir. Jusqu'ici, chaque choc alimentaire plaçait le pays en position défensive. Les décisions étaient dictées par l'urgence,
Les importations comblaient les manques et la marge de manœuvre politique était étroite. Le basculement actuel introduit une rupture plus profonde que la simple baisse d'un prix. Lorsque l'offre commence à dépasser la demande, même légèrement, le temps devient une ressource nouvelle, le temps de planifier, d'ajuster, de tester sans céder à la panique. C'est ce facteur invisible qui redessine l'équilibre. Ce moment central révèle aussi un déplacement du risque. La pénurie frappait directement les consommateurs et menaçait la stabilité sociale. Le surplus, lui, met d'abord à l'épreuve les producteurs et les structures de marché. Le danger n'est plus l'absence de nourriture, mais la mauvaise gestion de son excès. Cette inversion oblige à repenser les priorités, protéger les revenus agricoles sans étouffer la détente des prix, stabiliser les circuits sans figer le marché. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Non comme l'auteur de la récolte, mais comme le détenteur d'un espace stratégique inédit. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir peut agir en amont, concevoir des mécanismes graduels et ne pas seulement réagir à la crise. Cette latitude ne garantit pas le succès, mais elle transforme la nature du choix politique. Le point médian de cette trajectoire est clair, le pays n'est plus seulement en train de survivre à un choc, il apprend à en tirer parti. La suite dépendra de la capacité à convertir cette respiration en stabilité tangible avant que l'élan ne se dissipe. Pour l'État, la première conséquence concrète est un changement de posture. Lorsque l'alimentation cesse d'être une urgence permanente, l'action publique peut passer de la réaction à l'anticipation. Les marges budgétaires restent limitées, mais l'espace de décision s'élargit. La question n'est plus seulement d'éviter la rupture d'approvisionnement, mais d'organiser la circulation du surplus dans le temps. Réserve stratégique, achat temporaire, soutien ciblé aux zones vulnérables deviennent des outils envisageables. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est perçu comme un point d'ancrage institutionnel appelé à arbitrer entre stabilité macroéconomique et apaisement social, sans déclencher de distorsions brutales. Pour les commerçants et les intermédiaires, l'impact est plus ambigu. D'un côté, l'abondance promet des volumes plus réguliers et une réduction progressive du risque de pénurie. De l'autre, elle expose des stocks acquis à des coûts élevés dans un contexte où les prix à la production baissent. La prudence domine donc. Les ajustements sont lents, parfois invisibles pour le public, mais rationnels du point de vue de la survie des circuits de distribution. Une baisse trop rapide mettrait en péril la chaîne logistique elle-même. Cette inertie, bien que frustrante, joue un rôle d'amortisseur pour les ménages urbains. La conséquence immédiate est surtout psychologique. L'écart entre les récits d'abondance et la réalité des marchés alimente une attente tendue. Les consommateurs savent que quelque chose a changé sans encore en bénéficier pleinement. Cette période intermédiaire est délicate. Elle peut renforcer la confiance si la détente finit par arriver ou l'éroder si le décalage se prolonge. Le riz reste cher, mais l'idée qu'il puisse cesser de l'être modifie déjà les anticipations et les comportements d'achat. Dans les zones rurales, les effets sont plus directs mais contradictoires. Produire davantage apporte une sécurité alimentaire accrue et réduit la peur de manquer. En même temps, la baisse des prix fragilise les revenus unitaires. Les familles agricoles se retrouvent face à un dilemme nouveau. Vendre vite pour sécuriser du cash ou attendre en espérant une amélioration des conditions. Sans solution de stockage ou de crédit, cette abondance peut devenir une source de pression. Ici encore, l'équilibre est fragile. À l'échelle régionale enfin, le surplus ouvre une perspective rarement accessible. Lorsque la production nationale dépasse les besoins immédiats, des échanges transfrontaliers deviennent envisageables sur une base plus équilibrée, non comme dépendance aux exportations, mais comme mécanisme de régulation régionale. Cette dimension renforce la portée stratégique du moment. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse donc le prix du riz. Il s'agit de transformer un gain agricole en levier de confiance durable à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Ces conséquences multiples et parfois contradictoires montrent que le changement est réel mais inachevé. La détente ne se diffuse pas uniformément, elle se négocie. La question centrale demeure, comment faire converger ces effets
effets disparates vers un bénéfice partagé avant que la patience sociale ne s'épuise. Dans une évolution prudente, les stocks anciens s'écoulent progressivement, les coûts logistiques se normalisent et les prix de détail commencent à fléchir sans rupture brutale. Les producteurs continuent de ressentir la pression sur leurs marges, mais l'amélioration de la sécurité alimentaire réduit le risque de découragement massif. Dans ce cadre, l'équilibre reste fragile mais gérable à condition que des mécanismes d'amortissement soient activés à temps. Dans une évolution plus favorable, des achats publics ciblés, une amélioration temporaire du stockage et une meilleure circulation de l'information accélèrent la transmission des bénéfices. Les prix urbains baissent modérément, la confiance des consommateurs s'améliore, les sagnants et les producteurs trouvent un plancher de revenus plus stable. L'abondance cesse alors d'être perçue comme une menace pour devenir un actif collectif. Ce chemin exige une capacité institutionnelle à agir sans surcorriger, en laissant le marché fonctionner tout en le sécurisant. Dans une évolution plus fragile, les prix agricoles restent bas trop longtemps, les revenus des producteurs s'érodent et l'investissement recule dès la saison suivante en ville. L'absence de baisse visible nourrit le scepticisme et la frustration. Le système, incapable de gérer le surplus, glisse vers un déséquilibre inverse après l'abondance, le retour progressif de la pénurie. Ce scénario ne résulte pas d'un choc externe, mais d'un défaut d'adaptation interne. Elle se montre que l'enjeu central n'est pas la quantité produite, mais la manière dont elle est gérée dans le temps. La recommandation de fond est simple, penser en séquence plutôt qu'en urgence. Si les décisions prises aujourd'hui tiennent compte de ce décalage naturel entre champ et marché, la transition peut s'ancrer, sinon l'opportunité risque de se dissoudre avant d'avoir porté ses fruits. Pour le public, ce moment se traduit moins par des chiffres que par des ajustements discrets du quotidien. Dans les foyers urbains, l'espoir d'une détente future influence déjà certaines décisions. Différer un achat important, comparer davantage les prix, surveiller les rumeurs de baisse sur les marchés. Cette attente n'est pas anodine, elle modifie la relation entre ménages et système économique en introduisant l'idée que la pression alimentaire n'est plus immuable. Même sans bénéfice immédiat, la perspective d'un changement agit sur les comportements. Pour les familles rurales, l'impact est plus tangible mais ambivalent. La disponibilité accrue de riz renforce la sécurité alimentaire et réduit la peur de manquer entre deux saisons. Dans le même temps, la baisse des prix rappelle la fragilité des revenus agricoles. Les producteurs se retrouvent à arbitrer entre sécurité et rentabilité, une tension nouvelle pour beaucoup. Ce dilemme quotidien, rarement visible depuis les villes, façonne pourtant la durabilité du système. S'il n'est pas pris en compte, l'abondance d'aujourd'hui peut semer le doute pour demain. Chez les jeunes et les travailleurs précaires, la question prend une autre forme. Le coût de l'alimentation conditionne directement les choix de formation, de mobilité et parfois de santé. Une stabilisation progressive des prix libérerait des marges minimes mais cruciales. À l'inverse, une attente prolongée sans résultat visible peut nourrir un sentiment de promesse non tenue. La confiance ne se mesure pas seulement en statistiques, elle se construit par la cohérence entre discours et expériences vécues. Ce lien avec le public rappelle une réalité simple. La transition alimentaire n'est pas abstraite, elle touche la table, le budget et la capacité à se projeter. Le public n'attend pas une solution parfaite, mais des signaux lisibles et une trajectoire crédible. La question qui s'impose alors est directe: comment rendre visible dans la vie quotidienne une transformation qui a commencé loin des regards, dans les champs? Des achats publics temporaires, déclenchés lorsque les prix agricoles passent sous un seuil critique, peuvent stabiliser les revenus sans figer le marché. Ces achats doivent être ciblés dans le temps et l'espace, mesurés par des éléments de suivi simples et orientés vers des usages précis. L'objectif n'est pas de soutenir indéfiniment les prix, mais d'éviter une chute prolongée qui découragerait l'investissement agricole. Sans capacité suffisante, l'abondance se transforme en urgence de vente. Développer des solutions de stockage adaptées, même modestes, réduit le risque sanitaire et donne aux producteurs un pouvoir de négociation minimal. Cela inclut des infrastructures physiques, mais aussi des règles claires sur la qualité, la durée et la rotation des stocks. Le temps gagné devient alors un
outil économique à part entière. Le riz ne doit pas être pensé uniquement comme un produit brut, l'orienter vers des circuits de transformation pour l'alimentation scolaire, les programmes sociaux ou certaines institutions allongent la chaîne de valeur et répartissent la pression. Chaque débouché additionnel réduit la nécessité de vendre immédiatement après la récolte. Lorsque la production dépasse les besoins immédiats, les échanges transfrontaliers deviennent un levier d'équilibrage. Ils ne remplacent pas le marché intérieur, mais offrent une soupape lorsque celui-ci est saturé. Cette ouverture doit être progressive et coordonnée. Enfin, la gouvernance donne la cohérence d'ensemble. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré est évoqué comme arbitre du tempo, non comme gestionnaire quotidien. La réussite dépend moins d'une mesure isolée que de l'enchaînement logique des décisions. À la fin de ce parcours, le riz réapparaît là où il avait commencé, comme un objet simple, presque banal, mais chargé d'une signification collective. Pendant des décennies, ce grain a incarné la fragilité. Chaque hausse de prix rappelait la dépendance, chaque pénurie ravivait la peur silencieuse de ne pas tenir. La campagne 2025-2026 n'a pas effacé ces souvenirs, mais elle a introduit une nuance décisive, la possibilité d'un autre récit, non plus celui d'une société qui subit, mais d'une société qui apprend à organiser ce qu'elle produit. Le changement n'a rien de spectaculaire. Il ne se lit pas dans des célébrations ni dans des slogans, il se mesure dans les champs mieux irrigués, dans les sacs empilés plus tôt que prévu, dans les décisions prudentes des familles et des commerçants. Ce sont ces détails accumulés qui déplacent lentement l'axe du système. Le riz cesse d'être uniquement un symbole de survie pour devenir un marqueur de maturité économique et sociale. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré revient comme une figure de transition. Non pas comme l'origine de l'abondance, mais comme celui devant qui se pose une question plus exigeante: comment préserver ce qui a émergé sans le figer, comment protéger sans étouffer, comment transformer un moment favorable en trajectoire durable. La réponse n'est pas encore écrite et c'est précisément ce qui donne du poids à l'instant. Le riz, ici, n'est qu'un point d'entrée. À travers lui se posent des questions plus larges sur la capacité d'un pays à transformer un progrès technique et agricole en confiance collective. Lorsque la pression immédiate se relâche, même légèrement, les choix deviennent plus visibles et les responsabilités aussi. Le débat n'oppose plus urgence et survie, mais équité, rythme et vision de long terme. Pour les citoyens, suivre cette évolution signifie rester attentif aux signaux concrets, pas seulement aux annonces. Pour les producteurs et les consommateurs, c'est reconnaître que les bénéfices d'un changement structurel ne se diffusent jamais instantanément. Et pour le pouvoir politique, incarné aujourd'hui par Ibrahim Traoré, l'enjeu est de montrer que l'abondance peut être gouvernée avec autant de soin que la pénurie. La réflexion finale est simple: une société peut apprendre collectivement à gérer ce qu'elle a longtemps cru hors de portée. La réponse ne viendra pas d'un seul acteur, mais de la manière dont chacun s'appropriera ce moment de transition.